11,5 millions, c'est le nombre de personnes qui se sont inscrites pour avoir une chance d'acheter des billets pour les concerts de Harry Styles à New York. Oui, t'as bien entendu, 11,5 millions de personnes. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que la population de la Belgique, plus que celle du Portugal et plus que celle de la Suède. Toutes ces personnes, elles se battaient pour quoi? Pour 585 000 places disponibles au Madison Square Garden. Faites le calcul, ça veut dire que seulement 5% des inscrits ont une chance d'obtenir un billet. Et attention, ce n'est pas tout. En Europe, Harry Styles vient de battre le record de Taylor Swift et de Coldplay pour le nombre de concerts dans un même stade. 12 nuits consécutives au Wembley Stadium de Londres, personne n'avait jamais fait ça en solo. Mais comment un gamin qui bossait dans une boulangerie de village en Angleterre est-il devenu l'un des artistes masculins les plus demandés de la planète? Comment un membre de boy band est-il devenu une icône culturelle qui transcende la musique, la mode et le cinéma? Et surtout, est-ce que cette tournée va vraiment valoir le coup pour votre portefeuille? Bienvenue sur la chaîne, moi c'est Adrien, et si t'es nouveau ici, on parle toutes les semaines de tout ce qui touche aux artistes, aux tournées, au prix des billets, bref tout ce que tu dois savoir pour ne pas te faire avoir et vivre la meilleure expérience possible. Toutes les semaines, je te fais des vidéos storytelling sur l'industrie des concerts, donc vraiment abonne-toi, c'est super important et ça m'aide énormément, n'hésite pas à lâcher aussi un like, tu verras je commence à avoir pas mal de vidéos sur ma chaîne super intéressantes sur différents sujets, donc je te laisse aller jeter un œil juste après cette vidéo. Aujourd'hui on va faire un deep dive complet sur Harry Styles, et quand je veux dire complet, je veux dire que là on va tout retracer, de ses débuts à Holmes Chapel jusqu'à cette tournée historique de 2026. On va parler chiffres, on va parler stratégie et on va surtout analyser si cette tournée Together vaut vraiment le buzz qu'elle génère. Et si tu veux rejoindre une communauté de passionnés de concerts, je t'invite à nous rejoindre sur notre Discord, le lien est dans la description. On est plus de 10 000 membres à s'entraider pour choper les billets, partager les tips et se retrouver au concert. C'est gratuit, c'est bienveillant et honnêtement c'est le meilleur moyen de ne pas rester seul face au chaos des billetteries. Mais avant de parler de la tournée de 2026, il faut comprendre d'où vient Harry Styles. Parce que son histoire, c'est pas juste celle d'un mec qui a eu de la chance à X Factor. C'est l'histoire d'une transformation complète, d'un artiste qui a su se réinventer à chaque étape de sa carrière. Et croyez-moi, quand vous aurez vu tout le chemin parcouru, vous comprendrez pourquoi 11,5 millions de personnes sont prêtes à se battre pour le voir. Alors installez-vous confortablement, prenez un truc à boire et on y va. L'histoire commence dans un petit village en Angleterre. Harry Edward Styles, né le 1er février 1994 à Redditch, dans le Worcestershire. Ses parents Anne Cox et Desmond Styles travaillent tous les deux, son père dans la finance et sa mère, elle tient un pub. Une famille de la classe moyenne anglaise, rien de bien extraordinaire. Mais la vie de famille n'est pas toujours rose. Quand Harry a 7 ans, ses parents divorcent, c'est un moment difficile pour lui, comme pour beaucoup d'enfants dans cette situation. Harry se retrouve avec sa mère Anne et sa grande sœur Gemma. Il déménage dans la ville de Holmes Chapel, dans le Cheshire. Un petit village de 6000 habitants, le genre d'endroit où tout le monde se connaît. Aujourd'hui d'ailleurs, Holmes Chapel est devenu un lieu de pèlerinage pour les fans de Harry. En 2023, plus de 5000 fans ont visité le village, au point que la maire a dû créer des visites guidées officielles en juin 2024. Un parcours de 2h30 qui passe par tous les lieux emblématiques de son enfance. Alors quand je vous dis qu'Harry Styles a un impact culturel de dingue, c'est le cas. Mais revenons à son enfance. Malgré le divorce, Harry garde un bon souvenir de ses années. Dans les interviews, il parle souvent d'une enfance heureuse, entourée par une famille aimante. Sa mère lui transmet sa passion pour la musique. Elle écoute en boucle Shania Twain, Savage Garden et les classiques du rock. Le petit Harry absorbe tout ça comme une éponge. Un jour, son grand-père va lui offrir une machine de karaoké et c'est là que tout bascule. Harry passe des heures à chanter des reprises. La première chanson qu'il va enregistrer, ça va être The Girl of My Best Friend d'Elvis Presley. Et oui, Elvis, à 7-8 ans, le gamin chante déjà du King. Ça vous donne une idée de ses goûts musicaux précoces. Harry va faire ses études à la Holmes Chapel Comprehensive School. C'est là qu'il commence à vraiment explorer sa passion pour la musique, avec 3 de ses potes du lycée, Aidan Morris à la guitare, Nick Lowe à la basse et Will Sweeney à la batterie. Ils vont former un groupe, White Eskimo. Oui, White Eskimo, le nom est un peu vintage, mais à l'époque, ça leur va très bien. Harry est le chanteur principal, le frontman du groupe, et apparemment, il n'était pas mauvais du tout, puisqu'il remporte un Battle of the Bands local organisé par leur école. Ils vont même jusqu'à jouer pour un mariage, donc imaginez la scène, Harry Styles, futur superstar mondial qui chante devant des invités de mariage dans un village anglais. C'est un peu le genre d'anecdote qui paraît surréaliste avec du recul. Fun fact, Will Sweeney, donc le batteur de White Eskimo, est celui qui a encouragé Harry à auditionner pour X
Factor. Dans une interview au Manchester Evening News en 2013, il raconte qu'il pensait que ça serait une bonne expérience pour Harry. Il se doutait pas que son ami allait ne jamais revenir dans le groupe. D'ailleurs, techniquement, Harry n'a jamais officiellement quitté White Eskimo. Le groupe s'est juste dissous quand leur chanteur est devenu une superstar mondiale. En parallèle de ses études et de White Eskimo, Harry va bosser. À 14 ans, il trouve un job à temps partiel à la boulangerie W. Mandeville de Holmes Chapel. Le week-end et après les cours, il vend du pain, des pâtisseries et des gâteaux faits maison. Cette boulangerie, elle existe toujours et elle est devenue une attraction touristique à part entière. Il y a une énorme bannière avec la photo de Harry à l'entrée. Les fans viennent du monde entier pour prendre des photos devant et la patronne a même gardé des souvenirs de l'époque où Harry bossait. Dans le documentaire This Is Us de 2013, Harry retourne d'ailleurs dans cette boulangerie. Il va passer derrière le comptoir et refait son ancien boulot pendant quelques minutes. C'est un moment hyper touchant qui montre à quel point il reste connecté avec ses racines. Et vous savez quoi? Harry a également bossé comme livreur de journaux et même dans une écurie à nettoyer les box des chevaux. Le mec, on va pas se mentir, il a vraiment fait plein de boulot. C'est pas un enfant de la balle né avec une cuillère en argent dans la bouche. Le 11 avril 2010, retenez bien cette date, c'est le jour où tout va basculer. Harry, il a 16 ans et il se prépare aux auditions de la 7e saison de X Factor UK. Sa mère Anne l'accompagne, elle l'a encouragé à tenter sa chance, donc il va arriver devant le jury. À l'époque, Simon Cowell, Louis Walsh, Nicole Scherzinger et une invitée, Katy Perry. Il annonce qu'il va chanter la musique Hey Soul Sister de Train, mais Simon Cowell l'interrompt. Il trouve que ce morceau ne lui correspond pas, il lui demande de chanter autre chose. Harry enchaîne donc avec Isn't She Lovely de Stevie Wonder et là, quelque chose se passe. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Sa voix, son charisme, sa présence, le jury sent qu'il y a un truc, il passe au bootcamp. Mais au bootcamp, les choses se compliquent. Harry est éliminé de la compétition solo. Est-ce que c'est game over? Eh bah, pas tout à fait. Parce que c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Nicole Scherzinger et Simon Cowell ont une idée. Ils remarquent que plusieurs candidats éliminés en solo ont un potentiel énorme, mais pas assez pour percer seuls. Alors, ils vont décider de les regrouper. 5 garçons sont rappelés sur scène. Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne et Louis Tomlinson. Cowell leur annonce qu'ils vont former un groupe et concourir dans la catégorie. Les 5 ados se regardent, incrédules, ils ne se connaissent pas, ils viennent de régions différentes d'Angleterre et d'Irlande, mais ils ont 2 semaines pour apprendre à travailler ensemble. Pendant ces 2 semaines de préparation, le groupe répète dans la maison de famille de Harry, à Holmes Chapel. C'est là que les liens se créent et c'est Harry qui va proposer le nom du groupe, One Direction. Un nom qui symbolise leur objectif commun, leur direction unique. Les autres le valident, One Direction est enfin né. Le groupe va retourner dans la compétition, cette fois dans la catégorie groupe sous la supervision de Simon Cowell lui-même. Et très vite, quelque chose d'incroyable se produit. Dès leur première prestation en direct, One Direction crée l'événement. Ces 5 ados dégagent une énergie, une fraîcheur qui tranche avec les autres candidats. Semaine après semaine, ils progressent dans la compétition, le public britannique tombe amoureux. Et attention, on part d'une époque où les réseaux sociaux commencent à exploser. Twitter, Facebook, One Direction devient un phénomène viral avant même d'avoir sorti un single. Les fans créent des comptes dédiés, partagent des vidéos, font campagne pour que le groupe gagne. Et le soir de la finale, en décembre 2010, One Direction termine 3e. Et oui, 3e, il ne gagne pas. Matt Cardle remporte cette édition de X Factor. Et aujourd'hui, est-ce que quelqu'un se souvient de Matt Cardle? Non. Et c'est tout ça l'ironie de l'histoire. Parce que malgré cette 3e place, Simon Cowell sait ce qu'il a entre les mains. Il signe immédiatement One Direction sur son label Syco Records en janvier 2011. Le contrat va même être signé avant même que les autres finalistes aient eu le temps de comprendre ce qui se passait. En septembre 2011, One Direction sort son premier single, What Makes You Beautiful. Et là, les amis, c'est l'explosion nucléaire. Le titre entre directement en première position des charts britanniques. En une semaine, il se vend à plus de 153 000 exemplaires au Royaume-Uni. Et aux États-Unis, le single devient le titre le plus prévendu de l'histoire de Columbia Records avant même sa sortie officielle. Et quand il va sortir finalement en février 2012, il va entrer dans le Billboard Hot 100 et propulse One Direction dans la stratosphère mondiale. L'album qui suit, Up All Night, sort en novembre 2011. Il débute numéro 2 au Royaume-Uni, mais surtout quand il sort aux US en mars 2012, il va entrer directement à la première place du Billboard 200. One Direction devient donc le premier groupe britannique de l'histoire à avoir son premier album en tête des charts américains. Et oui, le premier. Jamais les Beatles, jamais les Rolling Stones, jamais aucun groupe britannique n'avait réussi ça avec un premier album. Et ça, c'était que le début. Le groupe va enchaîner les singles One Thing, Gotta Be You, Live While We're Young. Chaque sortie est un événement
mondiale. Pendant 5 ans, One Direction devient une machine de guerre commerciale. Regardez ces chiffres, ils sont absolument délirants. 5 albums studio en 5 ans, Up All Night en 2011, Take Me Home en 2012, Midnight Memories en 2013, Four en 2014, Made in the AM en 2015, un album par an comme une horloge suisse. Et attention, One Direction devient le premier groupe de l'histoire à avoir ses 4 premiers albums qui débutent directement à la première place du Billboard 200. Le premier en 58 ans d'existence de ce classement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, même les Beatles n'avaient pas fait ça. Midnight Memories, sorti en 2013, devient l'album le plus vendu dans le monde cette année-là. Pas juste dans la catégorie pop, le plus vendu, toute catégorie confondue. Et concernant les tournées, un autre niveau de folie. Le Where We Are Tour en 2014 devient la tournée la plus lucrative de l'année avec des revenus qui dépassent les 280 millions de dollars. Au total, les 4 tournées de One Direction rapportent plus de 583 millions de dollars. On parle de stades complets partout dans le monde, Wembley, le Stade de France, le MetLife Stadium. Les récompenses s'accumulent, 5 Billboard Music Awards, 4 MTV Video Music Awards, 5 American Music Awards. Le groupe obtient 137 numéro 1 dans différents pays et vend plus de 70 millions de disques en seulement 5 ans d'existence. Mais dans cette machine bien huilée, des fissures commencent à apparaître. En mars 2015, le coup de tonnerre. Zayn Malik annonce qu'il quitte One Direction pour retrouver une vie normale, loin du stress des tournées et de l'exposition médiatique constante. Et là, le monde de la pop est sous le choc. Mais entre les lignes, on comprend que les choses étaient plus compliquées. Le rythme infernal, un album par an, des tournées mondiales sans fin, une pression médiatique constante a usé les membres du groupe. Ils ont commencé adolescents et ils sont maintenant de jeunes adultes qui aspirent à autre chose. Les 4 membres restants décident de continuer. L'album Made in the AM sort en novembre 2015 et se vend très bien malgré le contexte. Mais dans les coulisses, tout le monde sait que la fin approche. Le 13 décembre 2015, One Direction fait sa dernière apparition en tant que groupe à la finale de X Factor UK. Ils interprètent Infinity et History, le symbole est fort, ils terminent là où tout a commencé, 5 ans plus tôt. Le groupe annonce alors une pause indéfinie à partir de 2016. Pas une séparation définitive, juste une pause pour permettre à chaque membre de poursuivre ses projets en solo. Et en réalité, tout le monde sait que One Direction, tel qu'on l'a connu, c'est terminé. Et vous savez quoi? C'est Harry lui-même qui aurait suggéré cette pause. Dans des interviews ultérieures, il explique qu'il ne voulait pas que le groupe s'épuise, que la fanbase se lasse, il voulait partir sur une note haute plutôt que de s'essouffler progressivement. Mais à ce moment-là, personne ne savait vraiment ce que l'avenir réservait à Harry Styles. Est-ce qu'il va disparaître comme tant d'anciens membres de boys band avant lui? Est-ce qu'il va réussir sa transition en solo? Le pari est risqué, l'histoire de la pop est jonchée de carrières solo ratées après des groupes à succès, mais Harry, lui, a un plan. Et ce plan va le mener bien plus loin que quiconque ne l'imaginait. Pendant que One Direction était encore actif, Harry préparait déjà sa transformation. En 2016, il va signer avec l'agence CAA et rejoint Full Stop Management de Jeffrey Azoff. Mais surtout, il va créer son propre label, Airscreen Records. Harry ne veut plus être un produit, il veut être maître de sa destinée artistique. Et son premier coup d'éclat n'est pas musical. C'est au cinéma qu'il fait ses débuts solo. Christopher Nolan, le réalisateur de The Dark Knight et Inception, le caste dans son film de guerre Dunkirk. Et attention, Nolan ne savait même pas à quel point Harry était célèbre quand il l'a casté. Il cherchait juste des jeunes acteurs britanniques inconnus pour jouer des soldats sur la plage de Dunkerque pendant la Seconde Guerre mondiale. Harry a passé des auditions comme n'importe qui d'autre et a décroché le rôle d'Alex. Le film sort en juillet 2017 et c'est un triomphe. Dunkirk rapporte plus de 525 millions de dollars au box-office mondial et reçoit 8 nominations aux Oscars. Les critiques saluent la performance de Harry. Pour un premier rôle, c'est une réussite totale. Harry montre qu'il n'est pas juste un chanteur de boy band, il est un artiste complet, capable de s'adapter à n'importe quel médium. Et ce n'est que le début de ses aventures au cinéma. Il apparaîtra plus tard dans Eternals de Marvel en 2021, puis dans Don't Worry Darling et My Policeman en 2022. Quelques semaines avant Dunkirk, Harry sort son premier album solo, simplement intitulé Harry Style. Il arrive le 12 mai 2017 et autant vous dire que c'est une déclaration d'intention. Oubliez la pop sucrée de One Direction, cet album s'inspire du rock des années 70, de Fleetwood Mac, des Beatles. Harry a enregistré une partie de l'album en Jamaïque, dans une retraite créative de 2 mois avec ses producteurs Jeff Basher et Kid Harpoon. Le premier single, Sign of the Times, est une balade épique de presque 6 minutes. Pas vraiment le format radio classique, mais ça marche. Le titre entre directement numéro 1 au Royaume-Uni et numéro 4 aux États-Unis.
L'album va faire ses débuts à la première place dans plus de 55 pays. Aux États-Unis, il va enregistrer les meilleures ventes en première semaine pour un album d'un artiste britannique masculin. Depuis que Nielsen a commencé à traquer les ventes en 1991, ça va être 230 000 copies vendues en une semaine, dont 193 000 en vente physique et digitale pure. Harry va prouver du coup qu'il peut exister en dehors de One Direction, mais plus important encore, il prouve qu'il peut imposer une vision artistique personnelle différente de ce qu'il faisait avant. Ce n'est plus le Harry du boy band, c'est un artiste à part entière. En décembre 2019, Harry sort son deuxième album, Fine Line. Et là, tout explose. L'album débute directement numéro 1 au Billboard 200 avec plus de 478 000 copies vendues, les meilleures ventes en première semaine pour un artiste britannique masculin de toute l'histoire. Fine Line est un album plus personnel, plus vulnérable. Harry y explore ses relations, ses émotions, ses doutes. Les singles Light Up et Adore You cartonnent dans les charts. Mais c'est Watermelon Sugar qui va devenir son plus gros hit. Watermelon Sugar atteint la première place du Billboard Hot 100 en août 2020. C'est le premier numéro 1 américain de Harry en tant qu'artiste solo. Le titre devient incontournable. Il va passer à la radio, dans les pubs, sur TikTok. Watermelon, je pense que tu connais, c'est vraiment partout. Watermelon sugar high, watermelon sugar high. Rolling Stone va même inclure Fine Line dans sa liste des 500 plus grands albums de tous les temps. Un honneur réservé aux classiques absolus de l'histoire de la musique. Donc Harry Styles, ça va plus juste être une pop star, il va être considéré comme un artiste majeur de sa génération. En parallèle de sa carrière musicale, Harry va devenir aussi une icône de la mode. Son style évolue radicalement, il passe des jeans et des t-shirts de ses débuts à des tenues flamboyantes, souvent issues des collections Gucci. En décembre 2020, il fait l'histoire en devenant le premier homme à apparaître seul en couverture de Vogue américain, et pas dans n'importe quelle tenue. Il va porter une robe bleue Gucci. Les photos font le tour du monde et génèrent des millions de réactions. Cette couverture va déclencher un débat sociétal sur la masculinité et la mode. Certains critiquent, beaucoup applaudissent, mais tout le monde en parle. Harry assume complètement son style, non genré, et devient un symbole pour toute une génération qui rejette les codes vestimentaires traditionnels. Il va être nommé Most Stylish Man of the Year par GQ en 2020, considéré comme l'homme le plus influent de la mode la même année. Ces tenues de concert deviennent des événements à part entière, au point que les fans se déguisent pour venir au show dans ce qu'on appelle maintenant leur Met Gala personnel. En mai 2022, Harry va sortir son troisième album, Harry's House. Et encore une fois, c'est un triomphe. L'album débute numéro 1 aux États-Unis avec 521 000 copies vendues en première semaine, un record de 182 000 vinyles. C'est le plus grand nombre de vinyles vendus en une semaine depuis que Billboard a commencé à traquer ces chiffres en 1991, encore une fois. Le single As It Was devient le plus gros hit de 2022. Au Royaume-Uni, c'est le titre le plus streamé de l'année avec plus de 180 millions d'écoutes. Le morceau va passer 15 semaines à la première place du Billboard Hot 100 et puis va arriver le 5 février 2023. La cérémonie des Grammy Awards, Harry's House est nominé pour l'album de l'année, face à des poids lourds comme Beyoncé avec Renaissance et Bad Bunny avec Un Verano Senti. Quand son nom est annoncé comme vainqueur, Harry semble lui-même sous le choc. Harry Styles! Il monte sur scène, les larmes aux yeux. Dans son discours, il remercie tous les artistes nominés qui l'ont inspiré. C'est vraiment la consécration ultime. 3 Grammy Awards dans sa collection, dont le plus prestigieux de l'industrie musicale américaine. Et derrière cette consécration artistique, il y a aussi une réussite commerciale monumentale. Love on Tour, la tournée qui accompagne Fine Line, puis Harry's House, va devenir l'une des plus lucratives de tous les temps. Parlons chiffres parce que c'est là qu'on entre dans des dimensions astronomiques. Love on Tour démarre le 4 septembre 2021 à Las Vegas, juste après la pandémie. Harry est l'un des premiers artistes majeurs à reprendre les grandes salles en indoor aux États-Unis. La tournée devait initialement promouvoir Fine Line de 2019, mais elle se transforme en monstre commercial avec l'arrivée de Harry's House. Elle s'étend sur 22 mois, traverse 5 continents et cumule 169 shows. Et les résultats, selon le Billboard Box Score, c'est 617,3 millions de dollars de revenus et plus de 5 millions de billets vendus. Love on Tour va devenir la 5e tournée la plus lucrative de tous les temps, derrière seulement Elton John, Ed Sheeran, U2 et marginalement Coldplay. Et mettez ça en perspective, la totalité des 4 tournées de One Direction avait rapporté 583 millions de dollars. Et Harry a dépassé à lui seul les revenus de tout son ancien groupe en une seule tournée. Les résidences à New York sont particulièrement impressionnantes.
15 nuits au Madison Square Garden qui lui rapporte 60,3 millions de dollars, c'est le plus gros rapport jamais enregistré pour une seule série de concerts dans un lieu. Jamais personne n'avait fait autant d'argent au MSG. 15 autres nuits au Kia Forum vont quant à elles générer à peu près 48 millions de dollars et les 4 concerts de Wembley en 2023 à peu près 37 millions de dollars avec 335 000 billets vendus. Donc au total, Harry Styles a maintenant généré plus de 681 millions de dollars de revenus en une tournée et vendu, comme je te l'ai dit, 5,8 millions de billets dans sa carrière en solo. Il est devenu en termes de revenus concert l'un des artistes les plus performants de sa génération. En janvier 2026, après plus de 2 ans d'absence des scènes, Harry Styles fait enfin son grand retour. Le 15 janvier, il annonce son 4e album studio, Kiss All the Time, Disco Occasionally. Oui, c'est le titre complet, album prévu pour le 6 mars 2026. Le premier single, Aperture, sorti le 22 janvier, c'est un morceau de plus de 5 minutes influencé par le lofi techno et la scène club berlinoise. Harry continue de surprendre et d'évoluer musicalement. Mais ce qui va vraiment faire le buzz, c'est l'annonce de la tournée Together, Together. Et attention, ce n'est pas du tout une tournée classique, Harry va opter pour un modèle de résidence avec seulement 7 villes au programme. Amsterdam, Londres, Sao Paulo, Mexico, New York, Melbourne et Sydney. Comme tu peux le voir, malheureusement, pas la France, peut-être pour 2027. Et voici le concept. Au lieu de faire 50 dates dans 50 villes différentes, par exemple, Harry Styles concentre ses efforts sur un nombre limité de lieux, mais avec beaucoup plus de shows par ville. L'idée c'est simple, c'est de créer des événements monumentaux plutôt que des passages éclairs. Les villes sélectionnées, Amsterdam avec 8 shows au Joe Cruyff Arena, Londres avec 12 nuits historiques au Wembley Stadium, Sao Paulo avec 2 dates, Mexico City avec 2 dates, Melbourne et Sydney avec 2 dates chacune, et alors New York, 30 nuits au Madison Square Garden. La prévente a commencé le 26 janvier 2026 et là c'était un chaos total. Si t'as fait les ventes, t'as vu qu'il y avait énormément de personnes dans les files d'attente. Ticketmaster a annoncé que 11,5 millions de personnes se sont inscrites pour tenter d'acheter les billets pour les dates de New York. Et ouais, 11,5 millions de personnes, c'est énorme et c'est vraiment le record absolu pour une prévente dans un marché unique. Donc faisons le calcul. Madison Square Garden peut accueillir environ 18 000 à 20 000 personnes par soir. Donc avec 30 dates, ça fait grosso modo 540 000 à peu près 600 000 places disponibles pour 11,5 millions de personnes inscrites. Vous avez environ 5% de chances d'obtenir des billets si vous étiez inscrit. À Londres, la demande a tellement été forte que Harry a dû rajouter des dates. Initialement, on avait 6 concerts qui étaient prévus à Wembley et il est passé maintenant à 12 nuits au Wembley Stadium. Et avec ces 12 dates, il va battre le record de Coldplay qui avait 10 shows à Wembley en 2025 et va aussi battre le record de Taylor Swift pour le plus grand nombre de concerts par un artiste en solo dans le cadre d'une même tournée de stade, elle qui avait fait 8 dates, si je me rappelle bien, à l'Eras Tour en 2024. Un porte-parole de Wembley Stadium a déclaré « Nous sommes incroyablement fiers d'accueillir Harry Styles pour ce qui sera une série de concerts véritablement historiques. Ces 12 nuits compteront parmi les plus spéciales de la longue histoire de notre stade. » Au total, Together Together comptera environ 67 concerts confirmés sur l'année 2026. La tournée démarre le 16 mai à Amsterdam et se termine le 13 décembre à Sydney. 7 mois de show intensif. Mais tout n'est pas rose. Très vite, les fans se révoltent contre les prix des billets. Et je vais être honnête avec toi, c'est assez compliqué. Au Royaume-Uni, les prix pour Wembley vont de 44 pounds à peu près 466 pounds pour les places assises. Et les places debout, on était aux alentours des 144 pounds jusqu'à 270 pounds, il me semble. Et côté package VIP, on allait jusqu'à environ 725 pounds. Donc ça fait à peu près 900 ou 1000 euros. Et attention, même des places en tribune haute, donc ce qu'on appelle nosebleed, donc un peu sur le côté, ont été vendues à peu près 92 pounds. Et aux États-Unis, c'est encore plus violent. Ticketmaster a annoncé des prix allant de $50 à $1182, frais de service inclus. Et avec des packages VIP pouvant dépasser les plus de 1200 ou 1500 $, si je dis pas de bêtises. Et sur les réseaux sociaux, les fans sont devenus furieux. Énormément de tweets sont sortis avec le même mot d'ordre: à quel moment on s'unit pour boycotter les concerts jusqu'à ce que ces célébrités arrêtent de facturer plus de 200 ou 300 $ un concert. Et malheureusement, le phénomène des prix Platinum, donc ces tarifs dynamiques fixés par Ticketmaster en fonction de la demande, est particulièrement critiqué ici. Des billets en section moyenne, donc pas premium du tout, ont été affichés à plus de 1000 $ simplement parce que la demande était forte. Et Harry n'est pas le seul à subir ces critiques, le système de tarification dynamique est devenu la norme depuis la polémique de Taylor Swift. Mais le fait que les prix soient aussi élevés dès le départ, avant même les mécanismes de prix dynamique, pose question. Parlons du côté positif maintenant. La configuration de la tournée promet une expérience unique. Harry a conçu une scène avec 4 fosses intégrées au nom de Kiss, Disco, Circle et Square.
en référence au titre de l'album. Chaque fosse offre une expérience différente et une proximité avec la scène que peu de tournées de cette envergure peuvent offrir. C'est clairement pensé pour créer des moments intimes malgré les stades gigantesques. Et petit détail sympa, Harry a annoncé qu'il donnerait 1 pound par billet vendu au Royaume-Uni au Live Trust, donc une organisation qui soutient les salles de concert de proximité, un geste qui compte dans un contexte où beaucoup de petites salles ferment. Et c'est ici qu'il faut qu'on parle de ce qui fâche, parce que les prix, comme je te l'ai dit juste avant, ça a été le sujet de discussion depuis l'ouverture des préventes. On a vu passer pas mal de fans qui vraiment étaient vénères sur les prix, que ce soit sur TikTok, sur Twitter, vraiment partout. Les captures d'écran de panier Ticketmaster à plus de 1000 $ la place, pour des places en lower bowl, on va dire dans les 3 premières rows, circulaient comme des petits pains. Des places voilà, qui n'étaient même pas VIP, ce sont vraiment des sièges normaux. Et pour rappel, aux US, au Madison Square Garden, les billets allaient de 50 à peu près 1184 $ inclus. Et sachant que les places à 50 $, bah franchement, on va pas se mentir, c'était vraiment une petite portion, c'était peut-être 1 ou 2 rangées tout en haut du stade maximum. C'était vraiment juste un prix d'appel pour pouvoir dire, regarde, les billets commencent à 50 $, mais dans la réalité, la grande majorité des places étaient vendues bien plus au-dessus. Et par rapport à ces prix, vous savez c'est quoi le pire? Même ses anciens collègues ont profité pour en rajouter une couche, même si c'était humoristique. Le 28 janvier dernier, pendant son show au Dolby Live du parc MGM à Las Vegas, Zayn Malik, oui, Zayn a lâché une petite pique qui a fait le tour d'internet. Sur scène, devant son public, Zayn a dit « Je veux dire un grand merci à chacun d'entre vous d'être là avec moi ce soir. Vous auriez pu être n'importe où, mais vous avez choisi de passer du coup la soirée avec moi. » Et là, avec un gros sourire, il va rajouter « En espérant que les prix des billets n'étaient pas trop élevés. » Je dis ça comme ça. Et évidemment, la salle a explosé de rire. Tout le monde a compris que c'était un petit tacle direct à Harry. La vidéo a fait des millions de vues sur Twitter et TikTok en quelques heures. Après, faut être honnête, certains fans ont fait même remarquer que Zayn lui-même vendait ses billets assez cher pour sa résidence à Vegas, certains VIP dépassaient les 500 $ et que ses propres billets avaient dû être baissés en dessous du prix facial pour se vendre. Donc bon, on va dire l'arroseur arrosé un petit peu. Mais au-delà de l'anecdote de Zayn, ce que ça montre, c'est qu'on est vraiment dans une bulle des concerts, où les prix d'achat deviennent de plus en plus chers. C'est un sujet qui revient à chaque grosse tournée maintenant. Les fans adorent ces artistes, mais à un moment, le portefeuille a ses limites. Et maintenant, le point qui m'intéresse le plus et qui devrait vous intéresser aussi, à l'heure où je tourne cette vidéo, il reste encore plein de places sur les dernières dates. Donc que ce soit Amsterdam ou à Londres, surtout sur les dates ajoutées en dernier, donc voilà les dernières dates de chaque résidence, il y a pas mal de disponibilité. Et vraiment pas qu'un peu. C'est logique parce que quand on y pense, au départ, Harry avait annoncé 6 dates à Wembley et 6 dates à Amsterdam. Donc là-dessus, les fans se sont rués en mode bah c'est chaud, faut pas rater ça. Sauf qu'ensuite, il a rajouté 2 dates à Amsterdam, puis 2 dates à Londres, puis après encore 2 dates, puis après encore 2 dates. Donc on est passé de 6 à 12. Donc tu te doutes bien qu'en termes de quantité, c'est astronomique. Et les premières dates, bah voilà, elles se sont vendues super vite, mais les dates rajoutées, bah là, c'est une histoire complètement différente. Et honnêtement, je me demande si tout va se vendre. Est-ce que ça va vraiment avoir un sold out complet d'ici à ce que les shows commencent? Parce que mine de rien, 12 Wembley à 90 000 places, ça fait plus d'1 million de billets rien que pour Londres et 8 dates à Amsterdam avec à peu près 55 000 places, si je dis pas de bêtises, ça fait environ 450 000 places. Donc c'est massif. Je pense honnêtement qu'il a rajouté le maximum de dates possible pour qu'on parle de lui, pour battre des records, pour que les médias tirent 12 dates à Wembley, record historique, et il va battre Taylor Swift et Coldplay. Et ça a marché, tout le monde en a parlé. Mais est-ce que la demande réelle justifie autant de dates? Ça, c'est une autre question. Après, mine de rien, c'est une résidence. Lui derrière, il a pas à bouger. Il monte la scène une fois à Wembley et il garde ça pendant 3 semaines. C'est super smart parce que les coûts de production sont les mêmes qu'il fasse 6 ou 12 dates. Bon, il doit louer la salle, mais en vrai, il n'a pas besoin de démonter, remonter et transporter. Donc pour lui, c'est tout bénef. Il attend que les fans viennent à lui, il n'a pas besoin de bouger. Et peut-être que le but aussi, c'est de permettre aux fans de revenir plusieurs fois au même endroit. Donc par exemple, faire un premier show et derrière de se dire, bah tiens, c'était trop bien, donc je vais vouloir refaire un autre show vu qu'il fait encore plein de dates. Et ça se fait beaucoup dans les résidences. Mais voilà, à l'heure actuelle, à part les pits, donc je te parle des pits classiques, pas ceux qui avaient le package VIP super cher, ceux des parts vraiment classiques. Je pense pas que vous allez payer vraiment très très cher en revente vu la disponibilité des shows qu'il y a. Et honnêtement, c'est ce que je disais dans mon Discord quand on parlait des ventes de Harry Styles. J'ai bien peur que derrière, ce soit peut-être le type d'événement quand on a pu peut-être le voir avec Beyoncé ou à la fin, genre quelques semaines ou quelques jours avant, voire même le jour de l'événement, il restait pas mal de billets en stock. Sur le Cowboy Carter Tour, par exemple, on a vu que c'était exactement ça pour Paris et pour Londres. Il restait encore beaucoup de billets et surtout que derrière, ils ont ajouté les reventes officielles. Donc derrière, il y avait beaucoup de fans qui remettaient aussi en vente leurs billets. Et donc en fait, ça faisait qu'il y avait beaucoup d'offres. Et même sur les plateformes de revente telles que StubHub ou Viagogo, bah, tu pouvais carrément trouver des carry-over pour Beyoncé qui à l'époque coûtait 230 €, je crois. Tu pouvais trouver des carry-over à 150 €, tu vois. Donc tu faisais des super bonnes affaires sur le marché de la revente. C'est pour ça que je te dis que c'est un bon choix peut-être d'attendre un peu le dernier moment pour Harry Styles. Peut-être que tu vas trouver des bons rapports, on va dire, place-prix. Par contre, j'ai vu un truc, c'est que là, vu que 2026, c'est une énorme année de concerts, l'hôtel à Londres, j'ai vu des prix qui ont explosé pour des hôtels juste à côté du stade. Donc honnêtement, c'est vrai que de temps en temps, c'est quand même mieux de préparer à l'avance, comme ça, t'attends pas la dernière minute pour payer aussi l'hébergement et le transport, parce que plus t'attends dans ces secteurs-là, plus ça monte. Et puis d'ailleurs, comme je t'ai dit, si on regarde aujourd'hui les prix actuels
sur le marché secondaire, donc pour les dates à Amsterdam et pour les dates à Londres, on peut voir que les tarifs ne sont pas trop explosifs, comme ce qu'on peut voir sur d'autres artistes. Après, je crois qu'aux US, c'est un peu plus cher, mais par contre, en Europe, je trouve que ça va. De toute façon, comme je t'ai dit, il reste beaucoup de place. Tu veux vraiment aller voir Harry Styles, va sur Ticketmaster, tu vas faire des super bonnes affaires. Et même tout ce qui est Platinum, s'il en reste beaucoup, attends, parce que ces billets-là, s'ils sont pas vendus, ils baisseront les prix des Platinum derrière. Mais voilà, comme je t'ai dit, ça faisait partie de sa stratégie. En rajoutant d'autres dates, c'est aussi pour battre des records, pour qu'on parle encore plus de lui. Bah voilà, 12 dates à Wembley, c'est un record absolu. C'est un titre de presse en or. Ça fait le buzz, ça génère de la conversation et ça fait des vidéos YouTube comme celle-ci. C'est vraiment du marketing brillant. Alors voilà, on a retracé ensemble le parcours incroyable de Harry Styles, du petit gars qui vendait des croissants dans une boulangerie de village à l'artiste qui vend 11,5 millions d'inscriptions pour une prévente. En 16 ans de carrière, Harry a vendu plus de 70 millions de disques avec One Direction, établi des records solo avec Fine Line et Harry's House, généré plus de 680 millions de dollars en tournée, remporté 3 Grammy Awards dont l'album de l'année, était le premier homme seul en couverture de Vogue et est maintenant sur le point de battre tous les records de résidence à Wembley et au MSG. Et à mon avis, tu verras que là, les shows qu'il a annoncés pour 2026, je pense qu'il va rajouter d'autres dates pour 2027 en résidence encore. Donc je pense qu'on aura une résidence au Stade de France à Paris pour 2027. Reste bien à l'affût. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est sa capacité à se réinventer. Du boy band à la pop rock influencée dans les années 70, puis au disco et maintenant au lofi techno berlinois, Harry ne fait jamais ce qu'on attend de lui et c'est peut-être ça sa plus grande force. Il a prouvé que les membres de boys band peuvent avoir une carrière solo monumentale. Il a prouvé qu'on peut être une superstar commerciale tout en prenant des risques artistiques. Il a prouvé qu'on peut venir d'un village de 6000 habitants et conquérir le monde. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux rester informé de toute l'actualité des concerts, je t'invite vraiment à rejoindre notre communauté sur Discord. On est plus de 10 000 fans de concerts à s'entraider au quotidien. Sur le Discord, tu trouveras des alertes en temps réel quand les billets se libèrent, des conseils pour les préventes, des retours d'expérience de membres qui ont assisté au concert et surtout voilà, une communauté bienveillante pour partager ta passion et peut-être aussi trouver des personnes avec qui aller au concert de Harry Styles. Et pour Harry Styles, comme tous les autres artistes, voilà, avoir une communauté c'est essentiel. T'es plus seul face au chaos de Ticketmaster. Tu as des milliers de personnes qui vivent la même chose et qui peuvent t'aider du coup pendant les ventes. Et enfin, je fais ma petite pub, mais si tu cherches des billets pour Harry Styles, même si comme je t'ai dit, il y en a plein encore sur Ticketmaster, donc fonce, ou pour n'importe quel autre artiste pour 2026 qui est sold out, donc par exemple Bad Bunny, Ariana Grande, The Weeknd, Jul, enfin voilà, tous les artistes de 2026 qui sont sold out, tu peux me contacter sur mon WhatsApp, on a un service de conciergerie, tu nous envoies l'artiste, la date, ton budget, et on te trouve des places fiables auprès de nos partenaires, revendeurs et agences. Forcément après, si c'est un artiste très demandé, les tarifs seront élevés, c'est à peu près les mêmes que sur le marché secondaire, mais on te garantit des billets authentiques et un accompagnement personnalisé. Voilà les amis, c'était Harry Styles, le roi de la pop moderne. Si cette vidéo t'a plu, lâche un énorme like, ça m'aide vraiment pour la chaîne. Abonne-toi aussi si c'est pas déjà fait. Toutes les semaines, voilà, je te sors des vidéos. Il y a la vidéo de Bruno Mars, de Taylor Swift, de BTS. Toutes les semaines, voilà, on a une analyse storytelling par rapport à une tournée. Et on se retrouve dimanche prochain avec un petit indice, une personne qui vient tout juste de performer au Super Bowl il y a quelques heures. C'était Adrien, peace.